coup, Oui. officiellement. Voilà. Du coup, je lance officiellement ce webinaire, alors qui est pour le coup le deuxième webinaire Connect Working World. Pour faire un petit temps de présentation rapide, donc moi je m'appelle Marie, je travaille à l'université au sein du collège doctoral et plus précisément au PhD Career Center. C'est-à-dire que moi, mon rôle, c'est vraiment de pouvoir accompagner les parcours professionnels des doctorants. Donc, je sais, là, j'ai vu sur les noms des participants qu'il y en a quelques-uns que j'ai déjà eu l'occasion de recevoir en entretien individuel. Mais voilà, ceux qui n'ont pas encore le plaisir d'être passés au pôle carrière sont les bienvenus. Il ne faut pas hésiter. Au pôle carrière, on est là pour, comme son nom l'indique, accompagner vraiment les carrières des doctorants. Donc, on accompagne dans la réflexion, dans la construction de projets, dans le lien avec le monde du travail, sur des candidatures, etc. Donc, si vous voulez plus d'infos, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. J'ai remis ici l'adresse mail. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. Voilà, moi je ne vais pas beaucoup parler pendant ce webinaire, puisque l'objectif, c'est vraiment de pouvoir vous mettre en lien avec le monde du travail. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on reçoit le cabinet Heming qui va vraiment vous parler de eux, leur activité, vous présenter les différents postes sur lesquels ils ont eu l'occasion de recruter des profils docteurs, mais qui vont faire un focus vraiment sur le dispositif crédit impôt recherche. Donc voilà, moi je ne vais pas parler plus que ça aujourd'hui. Je vais laisser la main à François et à Lisée. Juste voilà, pour faire un petit mot technique, on n'est pas très nombreux, mais on va essayer de faire en sorte que de ne pas comment dire, interrompre la présentation en cours de route. Donc moi je vous invite, si vous avez des questions, à ne pas hésiter à les noter dans le chat au fur et à mesure. Et puis, on prendra un temps de toutes les façons pour les regarder ensemble, soit au cours de la présentation, soit après, en fonction de comment ça se passe. Et de toutes les façons, il y a un temps d'échange qui est prévu à la fin de la présentation. Voilà. François, si ça te va, je te laisse la main. Ça marche. Merci, merci Marie. Du coup, déjà, on est très content d'être là. On va présenter, comme l'a dit Marie, un peu rapidement Heming. Moi, je suis docteur de l'Université de Grenoble-Alpes. En fait, c'est pour ça aussi que j'avais contacté Marie pour vous faire une présentation de ça, parce que je pense qu'il y a des éléments qui pourront vous être utiles dans cette présentation pour votre recherche d'emploi si vous décidez de repartir plutôt dans le privé. Donc, je suis avec ma collègue Alizée Maignan qui va se présenter rapidement. On va déjà commencer par se présenter. Et puis après, voilà, on déroulera la présentation Ouais. tranquillement sur tous les différents sujets. Je réinsiste là-dessus. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les écrire dans le chat. On y reviendra après. Après, on pourra prendre le temps d'en reparler à l'oral aussi. C'est parfois plus simple, plus clair d'échanger directement à l'oral que par un message écrit. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et après, entre chaque section, par exemple, si jamais vous avez une question sur la section qu'on vient de voir, plutôt que d'y revenir après et parfois d'oublier ce qu'on voulait demander, n'hésitez pas aussi à demander en même temps. Exactement. Je Vas-y, me Alizée. charge de regarder les commentaires. Ouais. Alors moi, je me présente. Je suis Alizée Maignan, donc je suis responsable recrutement et projet RH dans la société Heming. Moi, je suis en poste depuis juin 2020 chez Heming sur ces thématiques de recrutement. Il faut savoir que chez Heming, pour vous donner un petit chiffre, on a 90% de techniciens sur la partie innovation. Ingénieurs et jeunes docteurs, en fait, si vous voulez. Donc, je dirais, en termes de statistiques, j'ai à peu près 20-30% de jeunes docteurs. Donc, c'est pour vous expliquer un petit peu le type de profil que je recrute. Aujourd'hui, je m'occupe du recrutement pour les différentes business lines finance et innovation, donc des consultants et des commerciaux. Je m'occupe également de développer une offre externe pour nos clients, c'est-à-dire recruter des jeunes docteurs ou des ingénieurs ou des doctorants pour nos clients, pour le compte de nos clients. Et on y viendra un petit peu après avec François. Et puis, je m'occupe également de divers projets RH. Et moi, pour mon parcours, j'ai un parcours très assuré. Je n'ai pas toujours su ce que je voulais faire. J'ai fait un master ressources humaines, mais avant ça, il y a eu plein d'étapes. Et puis, j'ai poursuivi par un master en coaching. Donc, aujourd'hui, je fais un peu de coaching, en effet, j'interviens dans des écoles d'ingénieurs. Pour des thématiques de recrutement, d'insertion professionnelle, de réorientation, parce que c'est des thématiques, comme je vous disais,
en n'étant pas certaine toujours de ce que j'ai voulu faire, qui me touche personnellement. Donc voilà pour ce qui est de moi. François, je te laisse te présenter du coup. Ça marche. Et, du coup, donc moi, je suis chez Ming aussi en poste qu'on appelle consultant en financement de l'innovation. Donc, en fait, j'accompagne moi des clients, des entreprises qui font de la R&D à faire leur démarche de crédit d'impôt recherche et quelques éléments autres à côté, de l'aide au management de projets de R&D, au pilotage de projets de R&D, donner un point de vue extérieur sur les projets, les aider à constituer des états de l'art, pas mal de choses. Et on fait aussi du coup la rédaction des projets de recherche qu'on va valoriser dans le cadre du crédit impôt recherche. Donc, je vous reparlerai du crédit impôt recherche derrière parce que c'est quelque chose qui concerne de manière vraiment directe, frontale, les docteurs et les jeunes docteurs et quelque chose que moi, personnellement, je ne connaissais pas et on voit que presque 80%, 90% peut-être des docteurs et aussi des entreprises ne connaissent pas. Ça pourrait être un avantage pour vous aussi de connaître ce dispositif-là et d'en parler en entretien d'embauche. Donc, j'ai obtenu mon doctorat en 2016 en co-tutelle avec l'Université technique de Prague dans le domaine des textiles innovants avec application potentielle au biomédical. J'ai fait de la simulation, de l'expérimental, pas mal de choses. Et j'ai mis quelques chiffres, alors c'est pas vraiment pour vous faire peur, mais pour montrer que même en sciences dures, on peut galérer aussi à trouver du boulot. J'ai passé quasiment 1 an et demi à rechercher parce que j'ai soutenu ma thèse en octobre 2016 et je suis rentré chez Ming en décembre 2017. J'ai envoyé beaucoup de candidatures, mais étant donné que c'est pas forcément facile de se vendre, on est toujours des fois un peu difficile quand on vient de finir sa thèse, on ne sait pas trop vers quoi aller. Ça a été assez difficile comme recherche d'emploi. Et ce que j'ai mis là, j'ai eu que 2 propositions, donc celle des Ming. Et l'autre, c'était une proposition que j'ai mis un peu limite parce qu'en fait, on me proposait de m'embaucher, mais d'être continué à être payé par le chômage parce qu'ils n'avaient pas les fonds pour me payer. Donc voilà, c'est pas forcément une situation facile. Voilà. Pas terrible. Donc voilà, c'est pas facile, pas toujours facile de trouver du travail quand on est docteur, mais pourtant, il y en a certains qui arrivent très très bien aussi dans tous les domaines. Vraiment, là, c'est aussi pour dire qu'il n'y a pas de domaine qui soit privilégié que d'autres. Des domaines parfois un petit peu qu'on croirait un petit peu pas vendeurs sont parfois finalement justement très en recherche de profil docteur. Donc, pour vous présenter rapidement la société Ming, je ne vais pas trop m'attarder sur ce point. On a un certain nombre de secteurs d'activité. Donc, sur la partie RH, partie ressources humaines, on fait pas mal de choses au niveau de l'aide au management, par exemple, la qualité de vie au travail, pas mal de choses vraiment axées ressources humaines. Opérations, ça va être plutôt des achats, des contrats de fourniture, d'électricité, des choses comme ça. La partie innovation, moi on va faire vraiment dans toutes ces parties crédit impôt recherche, partie management de la R&D, partie aide et subventions, aide au montage de dossiers de tests chiffres aussi, pas mal de choses. Et finance et taxes, où ils vont travailler plutôt sur l'aspect tout ce qui est taxes, tout ce qui est gestion économique, TVA des entreprises. Donc sur la partie innovation, ce que je vous disais, on a 3 offres clés, après qui se divisent sur pas mal de choses, sur stratégie et management d'innovation. On va vers les entreprises, on les aide à mettre en place une stratégie d'innovation, une stratégie de R&D. Parce que ça peut paraître un peu incroyable, mais certaines grandes entreprises même n'ont pas de stratégie de R&D. En font parce que c'est une entreprise familiale à la base et ça avance un peu comme ça, mais ils ont besoin de se structurer, de créer un pôle, des choses comme ça. Donc, on va les aider là-dessus. Sur la partie financement direct, donc crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, jeune entreprise innovante, ces choses-là, et la partie aide et subventions, que ce soit des subventions nationales ou internationales européennes, que ce soit des subventions à caractère technique, des subventions R&D ou des subventions plutôt plutôt plan de relance ou des choses comme ça. Donc vraiment, c'est très très large sur tout l'aspect de l'innovation des entreprises pour maintenir les entreprises françaises à un niveau quand même de technicité et d'innovation important. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ces aspects activité ou pas? Bon, j'ai le chat sous les yeux, donc je vois que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Même, des fois, même à l'oral, si jamais vraiment vous avez une question, ça vous bloque, vous ne comprenez vraiment pas, n'hésitez pas, c'est pas interdit, vous n'avez pas que le chat. Ça, une petite phrase, voilà, pour montrer qu'on est présent un peu partout dans le monde, beaucoup en Europe principalement, parce que le crédit impôt recherche et les subventions européennes sont ceux qui font vraiment beaucoup au niveau européen. Mais le crédit impôt recherche français notamment a été copié dans pas mal de pays, notamment aux États-Unis et au Canada, qui se sont inspirés de ce qu'on fait nous pour faire la même chose chez eux. Au Japon aussi, je ne sais plus trop ce qu'ils y font au Japon d'ailleurs, je ne les croise pas très souvent.
Euh, En France, donc on a 2 antennes principales, Paris et Lyon. Moi, je suis à Lyon, Alizé est à Paris et on est en train de se régionaliser de plus en plus. Une antenne à Toulouse qui commence à grossir, une antenne à Bordeaux qui pour l'instant ne fait pas encore de crédit impôt recherche, mais c'est en train de venir. Voilà, on est vraiment en train de se régionaliser. Il y a une antenne qui est en train de se monter à Grenoble aussi. Peut-être repartir à Grenoble pour retrouver les montagnes qui me manquent un peu, mais on a vraiment une forte présence en région parce que, et vous le savez, je pense mieux que personne, c'est que l'aspect distanciel est finalement pas toujours très agréable. Voilà, quand on veut parler à quelqu'un, c'est toujours plus pratique en direct. Et donc, on s'est rendu compte, Eming s'est rendu compte de ça aussi, que les clients, finalement, ils n'avaient pas envie d'avoir une hotline qui est je ne sais pas où du monde et où on ne sait pas trop si le consultant qu'on appelle, il est à 2 km de chez nous ou à 1500 km de là. Malgré le Covid, on cherche toujours le Mal- lien. Malgré le Covid. Mm. J'avais fait une petite slide rapide pour parler de quelques éléments un peu tournés grand public que fait Heming, pour montrer qu'Heming, c'est pas juste un cabinet de conseil, c'est de faire un peu d'autres choses. Le premier qui est important pour nous et qui a été fait pour la 2e année en 2021, c'est le concours Innovate for Tomorrow, qui récompense une entreprise, une TPE, PME ou start-up dans une catégorie. Donc, on a 4 catégories. Et le jury qui va intervenir là-dessus, c'est pas que un jury Heming, c'est en partie des employés d'Heming, mais c'est aussi, je sais plus cette année que c'était, il y a toujours 1 ou 2 personnes du CNRS, il y a des personnes des grandes entreprises, il y avait une personne de chez Renault l'année dernière, je crois. Enfin voilà, des personnes du monde industriel ou académique qui sont là pour récompenser des entreprises, mettre en lumière des jeunes entreprises qui œuvrent pour améliorer autant que possible le monde et faire quelque chose de... Donc là, c'était vraiment orienté nature, biodiversité. L'année dernière, c'était orienté plutôt sur le volet social et volet Covid. Voilà, vraiment des choses D'actualité. là-dessus, d'actualité. Et l'autre point, peut-être que vous en avez entendu parler, parce que je sais que dans les infos, ça a été un petit peu abordé aussi, c'est le baromètre de l'absentéisme qui est fait avec la AG2R, la mondiale, où en fait, les équipes Heming qui ont certains dans la partie RH un gros focus sur l'aspect absentéisme, RH, maladie du travail, ont décidé de mettre en place un baromètre pour comprendre pourquoi les salariés sont absents ou pas, dans quelle quantité et pourquoi. Et l'idée, en fait, derrière ça, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des environnements accidentogènes, des environnements ou des managements qui font que les salariés ne sont pas là, et après, derrière, de mettre en place, au sein de ces entreprises qui ont un fort absentéisme, de mettre en place des éléments de formation des managers, par exemple, de les mettre dans une dynamique qui soit beaucoup plus positive qu'un management qui serait plutôt oppressif ou des choses comme ça qui forcément fera que vos salariés vont partir. Ça je pense que vous pas. le concevez très bien, mais voilà, c'est quelque chose du management toxique. On en parle tout le temps, on en a eu des exemples depuis des décennies, on a eu France Télécom, on a eu plein de choses qui sont des exemples extrêmes, mais qui font qu'on a toujours des problèmes. Et donc Heming essaye de mettre en lumière ces problématiques de management, ces problématiques d'environnement de travail et de faire évoluer les choses vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et donc l'autre offre qui vous concerne, talent scouting qu'animalisé, on en parlait sur le fait de recruter des jeunes docteurs, et pour nous et pour nos clients qui veulent faire de la R&D. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, sinon on peut passer à la partie qui sera un petit peu plus technique sur le dispositif Crédit Impôt Recherche et le dispositif Jeune Docteur, sur lequel je vais m'attarder un petit peu plus pour que vous puissiez bien comprendre quand même un minimum, sans que vous soyez des experts à la sortie de cette présentation, mais bien comprendre ce que c'est, parce que beaucoup d'entreprises ne connaissent pas le Crédit Impôt Recherche, et bien comprendre comment le dispositif Jeune Docteur s'inscrit là-dedans et comment ça peut être un outil pour vous vous aider à vous vendre, parce que vous allez voir que c'est un impact qui est hyper important et que vous pouvez vendre en entretien d'embauche de manière assez forte. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur cette première partie présentation? Oui, c'est vrai que je suis passé. Oui, bonjour. Moi, j'en aurais une. Je suis Anastasia Papos, je suis docteur en biologie. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que vous recrutez dans tous les domaines ou est-ce que vous recrutez que dans l'environnement, la physique Non, on recrute dans tous les domaines, en fait. Je me permets de prendre la parole. Oui, vas-y, Alizé, justement, c'est pas, je vais te la laisser.
Du coup, vraiment, on est sur tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, on est organisé en 3 pôles. Bon, c'est amené à changer, mais du coup, aujourd'hui, on est organisé en 3 pôles. Le pôle A qui va plutôt traiter des clients dans tout ce qui est sciences du vivant, sciences du végétal, bref, cosmétiques, luxe, biotech, agronomie, agroalimentaire, tout ce qui est autour de ces thématiques, cosmétiques, luxe, santé, etc. Le pôle B qui va plutôt traiter des thématiques dans la banque, la finance, l'assurance, l'IT, les NTIC, le BTP, les transports aussi, il me semble. Et tout ce qui est pôle C plutôt centré industrie, donc aéronautique, automobile, physique, chimie, enfin la chimie va plutôt dans le pôle A, mais bon. Tout ce qui est aéronautique, oui, je l'ai déjà dit. Est-ce que tu as d'autres La exemples? mécatronique aussi, Ouais, voilà, vraiment. mécatronique, électronique, bref, tout ce qui est autour de l'industrie, en fait, si vous voulez. Donc, on traite vraiment, nous, en fait, on va recruter des consultants plutôt sur les thématiques sur lesquelles ils sont à l'aise et ils vont intervenir plutôt dans les thématiques de leur choix au sein de ce même pôle. Ok, et quand vous leur attribuez un projet, j'imagine, ils travaillent que sur un seul projet ou il y Non. a plusieurs projets en même temps? Comment Non, il y a plusieurs clients. En fait, bon, D'accord. là, François, tu pourras plus en manifester de ça. Mais en fait, du coup, un consultant a plusieurs clients. Au début, un portefeuille plutôt orienté TPE, PME. Et puis, plus du coup, il va gagner en seniorité, plus il va pouvoir traiter de très gros groupes. Après, c'est aussi en fonction des appétences de chacun. C'est-à-dire qu'un consultant senior peut très, très bien continuer à traiter de PME et start-up. Et donc, du coup, le but, c'est qu'il aille auditer des projets R&D à l'intérieur de cette structure, qui puisse comprendre en effet dans ces projets R&D quels sont les projets qui peuvent bénéficier de financement tels que le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation ou encore le JEI. Et ensuite, mettre en place les démarches pour qu'ils puissent bénéficier de ces financements. Donc là, on va passer au chiffrage. Donc dire, bon, bah voilà, monsieur le client, là, sur tous vos projets, vous pouvez déclarer tant en crédit impôt recherche, par exemple. Et ensuite, à la justification, c'est-à-dire, bon, bah voilà, on va, monsieur le client, expliquer votre projet dans un dossier. Donc, établir l'état de l'art, expliquer pourquoi, du coup, votre projet répond aux critères demandés par le crédit impôt recherche, par exemple. Donc, par exemple, en quoi votre projet lève un verrou technique et scientifique, par exemple. Et voilà, donc le consultant va aussi rédiger, il y a une phase de rédaction, et c'est pour ça aussi que les docteurs sont à l'aise généralement avec ces parties rédaction, plus que parfois les ingénieurs, parce qu'en effet, c'est de la rédaction de dossiers techniques. Tu veux apporter tes précisions, parce que moi, c'est mon discours un peu de Oui, surface, vas-y. mais Ouais. c'est pas moi qui fais le métier. Bah, en Donc, fait, François. c'est assez large en accompagnement, ce qui est idéalisé. C'est pour ça qu'on recrute pas forcément pour une spécifique, pour un domaine technique, mais plus pour le côté docteur. C'est parce que en fait, un doctorant, on sait pour l'avoir vécu, on a une vision qui est complètement différente d'un ingénieur qui sort d'école. Souvent, moi, je l'ai vu, les ingénieurs qui sortent d'école, ils sont bons, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pas pour dénigrer ça, mais ils sont généralement très bons et très cloisonnés. Ils sont très dans ce qu'ils ont fait. Alors que nous, avec la thèse, vous me dites si je me trompe, mais la plupart, je pense qu'on connaissait pas le sujet sur lequel on allait arriver. Quand on arrivait là, vous avez un directeur de thèse qui vous dit, bah, tiens, nous, on avait envie de travailler là-dessus, on propose le sujet de thèse. Donc, il faut complètement se l'approprier, il faut du temps pour ça, il faut aller chercher l'état de l'art, il faut pouvoir après, à la fin, rédiger, il faut avoir une prise de hauteur, il faut être capable de se dire, bah, OK, là, je vais là-dessus, tiens, j'ai une difficulté là, il faut que j'avance, comment je vais faire pour la lever, je vais aller chercher des infos. Et ça, c'est une démarche crédit impôt recherche qui est très forte. Il faut savoir que le crédit impôt recherche, quand il est contrôlé, il est contrôlé par des académiciens, par des personnes qui travaillent au CNRS, qui travaillent dans les labos et qui vont venir regarder, qui vont dire, mais est-ce que ce que vous faites, c'est de la recherche au sens académique? Donc, qui de mieux placé pour dire, oui, ce que vous faites, c'est de la recherche que quelqu'un qui en a fait? Et alors qu'un ingénieur, bah, lui, il sort d'école, il a jamais vu, il a une vision parfois très floue, et donc forcément, il va avoir un peu plus de mal à avoir cette gymnastique de l'esprit, d'être capable de se positionner sur un projet. Demain, moi, je suis docteur en mécanique, j'ai fait de la structure, de la modélisation, j'accompagne des clients dans l'automobile, j'accompagne des clients qui font du process, j'accompagne des clients qui font des verres de lunettes. C'est des domaines que je connais pas, sur de la chimie, sur des problèmes d'adhérence, de vernis, des choses comme ça. Et en fait,
c'est le fait d'être docteur et d'avoir une culture générale, de savoir aller chercher les infos, ça nous permet d'avoir une gymnastique, de se dire, ah tiens, ils doivent avoir ça comme problématique, ils doivent avoir ça comme difficulté, et donc d'aller poser des questions, et eux, en face, comme ils sont bons, ils connaissent leur domaine, ils vont vous apporter des compléments, et très vite, en fait, très naturellement, on va sentir, non, là, ce qu'il me dit, c'est pas de la recherche, c'est, ouais, ok, il a juste modifié un petit élément, un petit paramètre, il a pris sa machine, il l'a mise un peu plus forte, puis ça allait plus vite, c'est bon. Ou est-ce qu'effectivement, il y avait une problématique derrière. Donc, le domaine technique, il est important parce qu'effectivement, toi, en tant que docteur en biologie, si je te mets sur un problème de robotique, tu vas peut-être avoir un petit peu de mal à te dire, bah oui, effectivement, ça, c'est de la recherche ou pas. Mais après, on est vraiment, on voit beaucoup plus large que le domaine et vraiment, elle disait peut-être, on reparlera après, ce qu'on recherche chez un docteur, c'est beaucoup plus les compétences annexes. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui est recherché aussi, ce que tu disais au début, Alizé, par les clients. Plus qu'un domaine technique, c'est une personne, c'est des compétences, c'est tout ce qui gravite autour de la thèse. Vous verrez, j'ai aussi le témoignage que j'ai récupéré d'un docteur. Lui, il est docteur en philosophie politique et il travaille dans une entreprise qui fait du études et conseils en communication. Donc, rien à voir. Et il m'a dit dans son témoignage, pour rien au monde, il jetterait ce qu'il a appris pendant ses études, pendant son master et pendant sa thèse, parce que son domaine de thèse lui sert quasiment pas. Par contre, tout ce qu'il a appris à côté, ça lui donne un panel de compétences et ça lui a permis de s'épanouir dans son travail et de faire quelque chose d'énorme qu'il n'aurait jamais pu penser, qu'il ne pensait pas possible, finalement, quand on se cantonne au sujet de thèse. Donc, c'est vraiment très, 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 très important. Et le docteur a vraiment une aura qui est plus importante que son domaine. Oui, complètement. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Anastasia, du coup. Oui, beaucoup, merci. Parfait. Super. Du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, on passe à la suite. Yes, vas-y, n'hésitez pas à prendre la parole là encore. Donc, le dispositif crédit impôt recherche, j'aime bien remettre un petit contexte d'histoire, parce qu'on entend parler surtout là en période d'élection présidentielle. En élection présidentielle. Je sais qu'en 2017, on avait un petit peu parlé, je sais que Jean-Luc Mélenchon avait abordé le sujet, je crois que d'autres avant en avaient parlé aussi. C'est quelque chose d'assez vieux, de 1983, donc c'est quand même un petit moment que c'est là, et pour la petite histoire, c'était à la base prévu pour 1 an, et finalement, ils se sont rendus compte que c'était tellement bénéfique pour les entreprises, ça leur permettait de récupérer une partie de leurs dépenses de R&D, ça leur permettait du coup de réinvestir cet argent pour rester toujours au top, parce qu'on sait que la concurrence est quand même rude avec les pays émergents, avec les États-Unis, etc. Qu'en fait, finalement, chaque année, le dispositif est renouvelé. Pour 1 an, chaque année, ils se disent, ouais, non, mais c'est trop bien, on ne va pas le laisser tomber. La compétitivité du pays. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelque chose de très important et qui a subi quelques évolutions, évidemment, puisqu'au départ, c'était quelque chose qui était fait un peu dans le flou. Donc, petit à petit, ça s'est vraiment bien ancré. Et les dernières évolutions, voilà, on en a une, c'est en début d'année, mais vraiment pas un peu à la marge. Et c'est le crédit impôt innovation en faveur des PME, qui était vraiment restructuré uniquement pour les PME, pour avoir des startups, des TPE qui, si elles proposent un produit innovant sur le marché, vont bénéficier de ce crédit d'impôt-là. Donc, pour les jeunes docteurs, nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'aspect vraiment crédit impôt recherche, puisque c'est là-dedans que vous allez rentrer en ligne de compte. Et donc, pour comprendre un petit peu, c'est qu'est-ce qu'on met dans le crédit impôt recherche. On va mettre les équipements que j'utilise pour faire ma recherche, on va mettre le salaire des personnes qui font ma recherche, évidemment. On va avoir les prises et maintenances de brevets, parce que ça, les brevets, c'est quand même le gage d'une entreprise innovante. Donc, on va pouvoir récupérer un peu de financement là-dessus. Ça va être les opérations que je vais confier donc, à un organisme public, typiquement un labo. Je ne sais pas si ça vous est arrivé pendant votre thèse ou si vous avez eu des collègues au sein de vos labos qui travaillent pour des entreprises privées sur des projets de recherche, mais ça, c'est des factures pour pouvoir rentrer dans le crédit impôt recherche. On va avoir les frais de défense de brevet, on va avoir tout un tas de choses. On va déduire les subventions publiques, puisque le but, ce n'est pas d'avoir sur les mêmes dépenses et de la subvention et du crédit impôt recherche, évidemment, pour ne pas faire doublon. Et à la fin de ça, quand je somme tout, j'ai 30% de ce montant-là qui va être mon montant de crédit impôt recherche. Donc, vous allez me dire, oui, ok, c'est bien beau, c'est des chiffres, c'est du calcul, c'est du fiscal. Mais où, moi, jeune docteur, j'interviens? J'interviens là-dedans, le jeune docteur, c'est dans les dépenses de personnel. On a 3 types de personnes qu'on va valoriser au crédit impôt recherche. C'est celui qu'on appelle chercheur, celui qu'on appelle technicien de recherche et celui qu'on appelle jeune docteur. Et pourquoi le jeune docteur, du coup, c'est intéressant et pourquoi on le met à part, pourquoi on ne dit pas jeune docteur, c'est un chercheur? C'est parce que la méthode de calcul est complètement différente et les critères sont complètement différents.
Donc, les critères, pour bien que vous sachiez ça, c'est qu'il faut que ce soit votre premier CDI dans le domaine d'expertise à votre niveau technique. Donc, ça veut dire que là, vous avez votre thèse, vous allez signer un CDI dans une entreprise qui vous embauche pour faire de la R&D, vous allez pouvoir être éligible crédit impôt recherche. Il faut que vous soyez amené à faire de la recherche au sein de l'entreprise, évidemment, parce que le crédit impôt recherche, c'est pour la recherche. Si vous êtes on n'embauche pas un docteur pour faire le café, on embauche plutôt un docteur pour faire de la recherche. Donc ça, tout ce financement-là qui va être mis là-dessus va pouvoir rentrer. Et c'est les petits éléments, c'est vrai que j'ai mis, la slide est un peu détaillée. Au niveau de la stratégie de R&D, un jeune docteur a l'avantage d'apporter beaucoup de choses. Un docteur va vous apporter donc les connaissances techniques, les connaissances, toutes les compétences qu'on a vues hautes, l'état de l'art, la connaissance des sujets et aussi cet aspect vision plus globale. Et aussi l'autre intérêt pour une entreprise, c'est ce qu'on a mis là tout en bas, c'est qu'une entreprise qui embauche un jeune docteur pour faire de la recherche, ça veut dire que son projet, il n'est pas bidon, c'est quand même quelque chose de technique. On a besoin d'un docteur pour faire de la recherche, on a besoin d'un chercheur reconnu pour faire de la R&D. Donc, ça veut dire qu'à priori, ce projet-là, il a quand même une puissance, une importance forte. Et donc, ça veut dire qu'en cas de contrôle, on va dire, regardez, on a embauché un thésard, enfin, on a embauché un docteur, quelqu'un qui a un diplôme sur le sujet. Ça va donner un gage de R&D sur le projet. Et donc, pour moi, si vous avez une slide à retenir, ça va être celle-là, sur le crédit impôt recherche. C'est comment je peux avoir le dispositif jeune docteur. C'est diplômé d'un doctorat, évidemment, premier CDI dans le domaine d'expertise et pas de diminution de l'effectif R&D. L'idée, c'est que l'entreprise ne va pas virer un ingénieur pour vous embaucher à la place et récupérer un avantage fiscal important sur vous. Parce que ce qui se passe, en fait, pour un jeune docteur, pendant les 24 premiers mois suite à l'embauche de CDI, où le montant, les dépensés pour vous rémunérer pour faire de la recherche va être pris en compte x4 dans l'assiette du crédit impôt recherche. Donc, en fait, un salarié qui va vous embaucher pour faire de la recherche, à chaque euro qu'il va dépenser pour vous rémunérer, il va récupérer 1,20 € de crédit impôt recherche. Donc, finalement, si vous faites 100% de recherche, il récupère 120% de votre salaire. Donc, ça veut dire que pendant les 24 premiers mois de la thèse, quelqu'un qui vous embauche pour faire de la R&D, potentiellement, ne vous paye pas et récupère de l'argent sur votre salaire. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un impact extrêmement fort d'être jeune docteur. C'est-à-dire que vous arrivez en entretien d'embauche, vous dire, ben voilà, monsieur, si vous me faites faire de la R&D dans votre entreprise, si je fais 100% de R&D, ça veut dire que vous ne me payez pas les 24 premiers mois. Mais même, vous récupérez 120% du salaire que vous allez me verser, vous allez le récupérer en crédit impôt recherche. Donc, c'est extrêmement fort par rapport à un ingénieur où il va récupérer 30% du salaire. Un ingénieur qui fait 100% de R&D, l'entreprise va récupérer 30% de son salaire, un docteur va récupérer 120%. D'un point de vue recrutement, moi, il y a certaines personnes qui ont postulé chez moi, enfin chez nous en l'occurrence, et qui avaient mis en effet éligible au dispositif jeune docteur. Donc, ça peut être un argument aujourd'hui pour vous vendre auprès d'une entreprise. Comme l'a dit François, et c'est très impactant. Moi, on me l'a déjà proposé pour Rémi. Bon, nous, on ne fait pas de R&D en l'occurrence. Donc, on embauche des jeunes docteurs sans l'avantage CIR. Mais pour une entreprise, vous allez faire de la R&D en l'occurrence. C'est un très bon argument. C'est ça. Et en fait, en plus, ce qu'on se rend compte, c'est que près de 90% des entreprises auxquelles vous avez postulé ne savent pas, ne connaissent pas le CIR et encore moins le dispositif jeune docteur. Donc, pour eux, vous allez être en fait ni plus ni moins qu'un autre postulant. Vous allez être au même niveau, vous allez avoir un doctorat, donc c'est bien, ça peut être intéressant, mais ils vont se dire, quel est l'intérêt finalement d'embaucher un docteur ou un ingénieur? Et eux, potentiellement, au-delà du diplôme, ils ne vont pas forcément savoir qu'est-ce qui va les impacter, quels bénéfices ils vont en ressortir. Donc, au-delà des compétences autres qu'on a vues, au niveau du doctorat, vous avez des compétences qui sont aussi très fortes dans pas mal d'autres choses. L'aspect financier, ça, on sait évidemment que ça marche toujours auprès des entreprises, bien évidemment. Et donc, de mettre en avant cet élément-là, moi, je sais que pendant ma recherche d'emploi, j'aurais eu cet élément-là, je pense que j'aurais eu une bonne dizaine de propositions et pas juste 2, très clairement. Parce que je sais pertinemment, dans les entreprises que j'ai vues, 90% des entreprises où j'ai postulé, où j'ai fait des entretiens d'embauche ne connaissaient pas le dispositif jeune docteur. Il n'y a qu'une entreprise où j'avais postulé où eux cherchaient spécifiquement un jeune docteur pour le crédit impôt recherche. Ils cherchaient un docteur pour l'aspect technique et pour le dispositif jeune docteur. On a une question, François, de Thibaut.
Il dit: bonjour, je ne vois pas trop la relation entre le quadruple des montants de frais de personnel et le 1,20 € de CIR pour 1 € dépensé. Alors, c'est qu'en fait, dans le calcul, quand tu dépenses 1 euro pour une personne, tu vas récupérer 1 euro. Attends, je vais remettre le calcul parce que je suis en train de le faire de tête. En fait, quand tu es là-dedans, 1 euro dépensé, moi, ce que j'ai mis, c'est 1 euro de salaire avec les frais de fonctionnement. En fait, c'est 1 euro de dépenses globales pour rémunérer un ingénieur, pour rémunérer un chercheur. Et donc, en fait, quand tu le mets là dans l'assiette, tu récupères 30%, donc tu récupères 30 centimes de 7 euros que tu as mis dans l'enveloppe, dans l'assiette de dépenses pour rémunérer ton ingénieur. Alors que le jeune docteur, tu vas mettre 1 euro dans l'assiette, il va être doublé ici, il va être doublé ici, et donc tu vas récupérer 1,20 €. Donc, un ingénieur, tu vas récupérer 1 euro ici, tu vas récupérer, en fait, j'ai des bêtises, en fait. Tu mets un ingénieur, tu mets 1 euro ici, tu récupères 43 centimes ici, donc tu as 1,43 € qui se retrouve en bas, et tu vas récupérer 30% de 1,43 €. Donc, tu récupères de mémoire 50 centimes, un peu moins. Je le fais de tête, je ne saurais pas. Alors qu'un jeune docteur, tu mets 1 euro ici, donc on le double dès le départ. Là, ici, il est redoublé, donc tu as 4 euros ici, qui se retrouvent là en bas, et donc tu récupères 1,20 €. Est-ce que c'est plus clair? Je ne sais pas si c'est Je vois beaucoup Thibaut plus hocher clair la là-dessus. tête. Ouais. Bon, ça a l'air plus clair. C'est vrai que c'est un peu compliqué à. Ouais. Mais moi, oui, c'est bon. Thibaut nous valide. Voilà, c'est vrai que c'est en fait ce qui se passe pour un chercheur. Ici, on va mettre les dépenses brutes de personnel. Donc, on va prendre son salaire. Et donc, s'il a fait 100% de R&D, ici, on va avoir 100% de son salaire. Et là, avec les dépenses de fonctionnement, on récupère 43% de ce qui est là au-dessus. Et donc, dans mon assiette, je récupère 1,43 fois 30%. Donc, je récupère à peu près un peu moins de 50% de mon salaire ici. Un jeune docteur est dans un dispositif différent. Là, ici, les dépenses que j'ai mis pour mon jeune docteur, donc s'il fait 100% de R&D, là, je les double déjà de base. Donc là, je mets 2 fois son salaire ici. Et dans les dépenses de fonctionnement, je double encore ce qu'il y a ici. J'en prends 100% du double, donc ça fait x4. Et donc là, on a le salaire du jeune docteur ici dans les dépenses dans l'assiette, pardon, dans les dépenses, qui est déjà x4 par rapport à ce que j'ai payé de base. Donc, je récupère 30% du x4. C'est pour Ce ça qu'il que faut j'ai que vous 100%. puissiez dire, c'est la phrase pour 1 euro dépensé, 1,20 € récupéré sur le montant du CIR. Je pense que c'est simple. Ça, c'est pas mal. Mehdi pose une question. Existe-t-il d'autres critères tels que la limite d'âge, la nationalité, l'expérience professionnelle antérieure dans d'autres pays, domaines ou pays, pour l'éligibilité de ce dispositif? Moi, je réponds à juste une chose, il faut que ce soit ton premier CDI dans ton domaine d'activité avec ton diplôme actuel. C'est-à-dire que tu peux avoir travaillé, par exemple, du coup, en tant qu'ingénieur. Tu n'avais pas ce niveau de diplôme, mais par contre, du coup, à partir du moment où tu es doctorant, là, par contre, tu peux avoir eu des CDI, par exemple, tu peux, je ne sais pas, avoir eu 5 CDD, que du coup, ça ne pose pas de souci. Par contre, si tu as eu un CDI, tu ne peux pas avoir accès à ce dispositif. Après, donc ça, c'est par rapport à l'expérience. Limite d'âge, non, je crois pas. Pas de limite d'âge, non. Nationalité, non plus, je crois pas. Non plus, il n'y a pas de critères de nationalité. Il faut juste pouvoir travailler en France, mais après ça, voilà. La nationalité, on s'en fiche. Ça, c'est au-delà. C'est plus l'aspect, on va dire, légal du travail en France. Mais d'un point de vue dispositif jeune docteur, non, il n'y a pas de critères. Pareil pour l'obtention de la thèse. Il faut que ce soit un diplôme de doctorat. Donc, il n'y a pas de besoin que ce soit un doctorat français. Il faut que ce soit une équivalence. Si c'est un doctorat dans un autre pays, il faut que le diplôme soit équivalent. Il faut qu'il y ait la reconnaissance de l'équivalence du doctorat en France. Mais sinon, il n'y a pas de limite là-dessus. Et donc, ce que disait Alizée, je termine juste là-dessus, Marie, je laisse la parole juste après. Si jamais vous avez travaillé, par exemple, en CDI pendant votre thèse parce que vous aviez besoin de financer vos études, vous avez travaillé un CDI, même un CDI en tant qu'ingénieur, par exemple, un temps partiel à 20 heures par semaine dans une boîte où vous avez fait de l'ingénierie. Comme vous avez travaillé au niveau Bac+5, vous n'êtes pas... bon, voilà, j'ai le chat qui est venu. Bonjour. Les joies du télétravail. Comme vous n'avez pas travaillé au niveau docteur, vous serez toujours éligible au dispositif jeune docteur après votre doctorat. Voilà, il faut vraiment que ce soit au même niveau d'études.
Ok. Marie, tu voulais C'était ma préciser? question, de savoir si effectivement on avait travaillé dans une société ou sur un CDI en tant que psychologue, par exemple, Mhm. pendant sa thèse, si une fois que la thèse était obtenue, on était embauché dans la même structure, mais sous un CDI, sur une activité de jeune docteur, du coup, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Il faut, du coup, à ce moment-là, si vous restez dans la même entreprise, sur le même contrat de travail, il faut avoir la signature d'un avenant qui reconnaisse que maintenant vous êtes docteur. Donc, vous avez une nouvelle position, un nouveau statut. Vous n'êtes plus Exactement. embauché en tant que bac plus 5, en fait. Vous êtes embauché en tant que bac plus 8. C'est la Ok. seule condition. Mais vous pouvez effectivement continuer dans la même entreprise. Typiquement pour les tests chiffres, par exemple, ça peut être le cas. Vous êtes en CDI dans votre entreprise. Après, vous êtes embauché à l'issue de la thèse. Il faut leur demander un avenant pour reconnaître votre diplôme de docteur. Et là, vous pourrez être jeune docteur. Exactement. Une petite précision, parce que du coup, j'entends parler d'entreprise. Est-ce que ce dispositif, il est valable aussi est-ce qu'il est valable dans tout type d'entreprise, dans les administrations publiques aussi, dans les associations? Est-ce que c'est un dispositif qui s'applique vraiment dans tout type de structure? Alors, ça s'applique dans tout type de structure industrielle. Enfin, dans tout type de structure qui va payer l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur sur le revenu, Privé, du coup. donc les entreprises privées. Une association de droit privé, ça marche. Par contre, un laboratoire public ne fait pas de crédit impôt recherche, par exemple. D'accord. Donc ça ne fonctionnera pas. Les associations, je ne suis pas certain. Euh, les associations publiques, les associations de droit privé, je pense que oui. Les, Ça va peut-être dépendre des statuts. Ça va dépendre des statuts. Mm. Vraiment, la condition qui est la plus importante, en fait, après, c'est l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Parce que certaines associations ne sont pas forcément sujettes à ça. Et si elles ne sont pas sujettes à l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu, comme le crédit d'impôt recherche est un crédit C'est un d'impôt, crédit d'impôt. il faut déjà payer des impôts au départ pour avoir du crédit d'impôt. Ok. Donc Ok. vraiment, voilà, ce qui est important à bien avoir, c'est cet aspect. Il faut que vous soyez diplômé de votre doctorat, votre premier CDI au niveau doctorat, et pas de diminution de l'effectif de R&D. Sachant qu'il y a aussi une subtilité, si jamais vous avez fait un CDI niveau doctorat, mais vous êtes parti pendant la période d'essai, ça n'annule pas le dispositif jeune docteur. Si jamais, parce que voilà, ça se passait mal dans votre entreprise, vous partez au bout de 3 mois, vous postulez dans une nouvelle entreprise, cette nouvelle entreprise pourra bénéficier avec vous du dispositif jeune docteur à compter de 24 mois à partir de votre date d'embauche dans cette entreprise. Ce n'est pas parce que vous avez travaillé 3 mois en période d'essai dans une autre entreprise que ça ampute les 24 mois. Ce n'est pas une sacoche dans laquelle on pioche à chaque fois. Vraiment la période d'essai. Donc après, bon, si vous cumulez trop de périodes d'essai, bon, après, ça peut commencer à être... voilà, après, ça va être des cas de figure un peu particuliers, mais si en tout cas, vous avez eu une période d'essai avant et vous vous dites, bah mince, j'ai déjà fait un CDI avant, je suis parti pendant la période d'essai, du coup, je peux plus avancer l'avantage jeune docteur si vous l'avez toujours. Donc vraiment, ça, c'est un argument très impactant. Hop, je regarde la question. J'ai une super question parce qu'en effet, moi, on me l'a déjà posé à un client. Pour compléter la question de Madame Beaune, est-ce que si les activités de recherche ne sont pas effectuées à 100% de l'activité, on peut être éligible malgré tout? Par exemple, 50% en poste de recherche et 50% sur un autre poste. On a déjà eu le cas, en effet, pour des clients. Je te laisse y répondre du coup. Oui, en fait, donc là, moi, c'est le cas extrême et c'est parce que, de manière générale, un docteur va être embauché pour faire de la recherche. Donc, va être globalement, et ne sera jamais à 100% de la recherche parce qu'on a toujours des tâches administratives. En fait, il faut voir que le crédit impôt recherche, lui, il se focalise vraiment sur la recherche. Donc, si jamais, dans votre travail, vous avez, effectivement, on va reprendre ton exemple, 50% en recherche effective, vraiment sur de la recherche R&D, crédit impôt recherche, et 50% sur des tâches autres, faire de la gestion de relations avec les écoles, de l'administratif, voilà, des choses qui, du coup, ne sont pas du crédit impôt recherche. On fera le dispositif jeune docteur sur 50% de ton salaire. Et donc, du coup, on aura 50% de ton salaire qui sera déjà x2, donc on aura 100% de ton salaire. Si je vais me remettre sur la slide, ce sera peut-être plus parlant. Ici, on aura 50% de ton salaire x2, donc on aura 100% de ton salaire. Ici, on double là, ce qu'on a mis au-dessus. Donc là, on va avoir 200% de ton salaire ici. Donc là, 200%, on récupère 30% des 200%. Donc tu vas récupérer 60% de ton salaire parce que tu fais que 50% de ce que te paye l'entreprise, c'est pour faire du crédit, pour faire de la recherche et donc du crédit pour recherche.
Donc, c'est proratisé effectivement à l'activité qui est faite. Donc, ça peut être 80-20, ça peut être 20-80. Vraiment, ça va dépendre du poste. Mais d'une manière, c'est pour ça qu'en fait, moi, j'aime bien parler de cette notion de 1 euro dépensé, c'est 1,20 € de cire. Parce que du coup, si c'est 50% de ton salaire, ça sera la même chose en fait. C'est toujours 1 euro dépensé, 1,20 € de cire. Voilà, c'est pour ça. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'obligation de faire que de la recherche, bien sûr. Normalement, je crois que je l'ai mis là-dedans dans les slides après, un exemple justement d'une jeune docteure. Je ne sais plus si je l'avais mis là-dedans. Du coup, j'en profite pour passer à la slide suivante. C'est un cas de figure qui m'est arrivé et du coup que je trouvais assez parlant. Pendant que je justifiais d'un projet chez un client, je discutais avec les techniciens qui me parlaient du projet, un projet qu'on avait valorisé pour qu'ils me donnent les informations techniques pour pouvoir faire le résumé, la synthèse du projet et justifier du caractère R&D du projet. Et ils m'ont dit, mais pour les questions de chimie, appelez un tel, elle a un doctorat dans le domaine, c'est elle qui nous a aidés pour toutes les questions vraiment de chimie très techniques. Nous, on n'y connaît rien, c'est elle qu'il faut appeler. Donc, je l'appelle. On discute. Comme je sais qu'elle est docteur, parce qu'on m'a donné l'information qu'elle est docteur, et que je sais qu'on n'a pas valorisé de jeune docteur chez ce client-là, il me dit, est-ce qu'on n'a pas loupé quelque chose? Là, je discute avec elle et elle me dit, non, ça fait presque 5 ans que je suis en CDD dans cette entreprise-là et là, je songe à partir parce que 5 ans de CDD, voilà, moi, c'est bon, à un moment, j'ai envie d'être en CDI. Donc, je lui parle du dispositif jeune docteur, elle va voir son chef, je lui parle du dispositif jeune docteur, elle lui dit, mais regardez, si vous m'embauchez, vous allez gagner énormément d'argent avec moi si je fais de la R&D. Le lendemain, elle m'a rappelé pour me demander des compléments. La semaine suivante, elle avait une proposition d'embauche en CDI, je crois, ou 2 semaines après. Parce que le client a pris conscience déjà de son impact R&D, de l'impact que ça pouvait avoir pour son CIR. Et au final, elle a eu un poste où elle faisait exactement ce que tu décris là, Gladys, 50% pour de la recherche et 50% pour des tâches autres, où elle fait de la gestion des collaborations avec les écoles, avec les laboratoires de recherche, parce qu'ils en avaient pas mal de ces collaborations-là. Et donc, elle fait ça. Elle fait 50% de son temps dans la recherche, 50% de son temps dans le public. Et grâce à ça, elle est sortie finalement de ces 5 années de CDD, de précarité, où elle ne savait plus comment s'en sortir et elle songeait à partir. Et donc, ça montre que même une entreprise qui fait du CIR, c'est un client qu'on accompagnait depuis 10 ans. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est nouveau dans le crédit impôt recherche en plus. Même eux qui connaissaient le crédit impôt recherche, maintenant, l'entreprise, tout le monde ne le connaît pas. Tout le monde ne connaît pas le dispositif jeune docteur et elle a pu avancer ça. Et donc, ça lui a pu lui faire un argument un peu massu et qui lui a permis de débloquer une situation assez difficile. Donc, moi, j'ai vraiment la conviction que ça, en entretien d'embauche, ça va être quelque chose qui va pouvoir peser lourd et être très bénéfique pour vous. Donc là, voilà, à gauche, c'est ce que j'ai mis chez Ning et Élisée, si jamais tu pourras compléter. Globalement, dans la partie crédit impôt innovation, consultant en financement de l'innovation ou rédacteur, on a à peu près 30% de docteurs. Et ce qui est recherché, c'est un redit, mais c'est que c'est un métier transverse et pluridisciplinaire, c'est l'esprit de synthèse, c'est la capacité de rédaction, c'est l'appropriation d'un domaine scientifique qui n'est pas le nôtre, c'est vraiment de manière très très large qu'on recrute des docteurs chez nous. Pour garder un peu de temps, je vois que le temps défile, ça va quand même assez vite. Donc du coup, je vais embrayer un petit peu rapidement sur 2 témoignages que j'ai récupérés. Donc Adeline Sanchez, qui est rédactrice chez nous, qui a un doctorat en linguistique et histoire des sciences et de la médecine. En parallèle de ça, elle a fait pas mal de choses. Elle a été chef de projet numérique, elle a géré des collaborations avec des musées, elle a fait aussi de l'accompagnement de jeunes diplômés. Elle a fait pas mal de choses et une thèse vraiment pluridisciplinaire, très très large. Et elle a eu beaucoup de mal à trouver un emploi, et notamment parce qu'elle avait assez peu de reconnaissance des compétences acquises, parce que le doctorat est quand même pas, ce qu'on disait au début, est pas encore bien connu. Donc, ne pas hésiter à parler de tout ce que vous avez en delà de votre sujet de thèse, vraiment de voir de manière très, très large toutes vos compétences et de ne pas hésiter à mettre en avant ce que vous beaucoup êtes. plus ce que vous êtes, ce que vous avez appris et le fait que vous êtes capable, vous avez une flexibilité, un état d'esprit qui est vraiment très, très fort. Vous avez des formations pendant vos thèses, vous avez beaucoup de choses. Franchement, ça, c'est quelque chose qui est très important. Et nous, chez Ning, c'est vraiment ce qu'on recherche quand on recrute quelqu'un. Et là, donc la société dont j'ai parlé rapidement au début, société Occurrence, qui fait du conseil en communication et qui a 3 docteurs en sciences molles.
un docteur en économie, pardon, je vais y arriver, un docteur en sociodémographie et un docteur en philosophie politique. Donc vraiment des sujets qu'on n'imagine pas forcément trop dans le privé. Quand je vous dis, ben voilà, tu as un doctorat en sociopolitique, en philosophie politique, va trouver un travail dans le privé, ça paraît assez dur de prime abord. Et pourtant, il m'a dit, vraiment, voilà, qu'il a toutes les compétences qu'il a acquises au-delà de sa thèse ont été un bénéfice énorme. Et il m'a dit, il n'a jamais eu de mal à trouver un travail. Vraiment, il a jamais galéré à trouver un travail. Alors que pourtant, c'est un sujet qui n'est pas simple à vendre. Donc vraiment, c'est très, très important de vendre vos compétences et d'être capable de prendre du recul sur tout ce que vous avez appris, sur tout ce que vous êtes et bien le mettre en avant pendant vos entretiens d'embauche avec l'aspect crédit impôt recherche. Je pense que vous avez énormément d'arguments pour pouvoir vous mettre en avant. J'en profite, si tu me permets, François, pour faire une petite parenthèse. Voilà, parce que cette question des compétences, elle est vraiment hyper importante Ouais. quand J'allais rebondir aussi. voilà, quand on veut s'insérer sur le marché de l'emploi, quand on cherche vraiment un poste, la question des compétences est primordiale. Et sachez, n'hésitez pas à aller au pôle carrière, à prendre rendez-vous ou à participer à un atelier. On a des outils pour vous aider à identifier vos compétences et pour vous aider à les mettre en valeur. Parce que voilà, moi je suis persuadée, comme François, comme Alizé, que vraiment un docteur, il acquiert pendant sa thèse des compétences qui vont bien au-delà de juste son expertise technique. Et je dis bien juste son expertise technique, c'est-à-dire que vous apprenez énormément de choses. Et c'est pas toujours évident d'avoir conscience justement de ce que vous apprenez pendant la thèse. Donc, n'hésitez pas, nous, on est là aussi pour vous aider à identifier ces compétences-là et à identifier sur quel type de poste ça peut être intéressant de faire valoir vos compétences. Je fais un petit peu de Complètement pub ça. pour le pôle carrière en même temps. Non, Voilà. mais c'est Ah, mais t'as bien fait. complètement ça. Je rejoins Marie sur les compétences transverses. En fait, dans vos expériences, vous allez en effet valoriser de la technicité, c'est clair. Mais moi, ce que je vais chercher, par exemple, à creuser en entretien, ça va être OK, qu'est-ce qui vous a mis, qu'est-ce qui ressort en fait des expériences que vous avez pu mener. Par exemple, il y a plein de docteurs qui ont été par exemple, en test chiffres. Il y a des compétences, par exemple, qui ressortent de collaboration, de gestion des conflits, par exemple, de médiation. Il y a plein de choses qui ressortent de ces environnements qui sont très exigeants, où on vous tire un peu de chaque côté. Et donc, du coup, il y a plein de compétences transverses, et je rejoins Marie là-dessus, qui sont transférables sur votre CV autres que vos compétences techniques. Et ça, c'est valable pour des profils doctorants, des profils ingénieurs ou encore des profils comme nous. C'est hyper important de les valoriser et de les verbaliser pour que vous puissiez les mettre en avant en entretien. Parce que typiquement chez Heming, votre diplôme c'est quelque chose, mais par contre, en effet, on va avant tout vous recruter pour le reste, pour le coup. Donc on a un bon exemple du coup d'entreprise qui recrute pour à la base peut-être votre diplôme, mais surtout pour le reste. C'est clair. Et puis je rajoute, suite à ce que tu dis là, Alizé, et ce qu'a dit Marie, vous avez de la chance d'avoir ce pôle carrière au sein de l'UGA. Moi, je ne l'avais pas quand j'étais en thèse. Et ça m'aurait été vraiment très, très utile, quoi. J'ai fait des ateliers avec l'APEC, des choses comme ça. Mais je pense que pendant la thèse, vous avez de la chance d'avoir ça. Et c'est vraiment chouette de voir que l'université vous accompagne vraiment là-dedans. Et donc, n'hésitez pas à en profiter. C'est vraiment je sais pas quel mot dire, un cadeau, vraiment quelque chose de très fort que vous avez là. Et donc, profitez-en. Vraiment, profitez-en. Même nous, si vous voulez nous contacter, Oui, avec grand aussi, plaisir. pareil. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous avez nos adresses mail normalement. Sur LinkedIn ou autre, Oui, ou sur avec LinkedIn. grand plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, c'est le moment d'échange. On est arrivé au bout de la présentation du monologue. S'il n'y en a pas, c'est que c'était très clair. Qui n'a pas été si monologue que ça, parce qu'il y a quand même déjà eu beaucoup de questions.
Moi, j'avais une question peut-être pour amorcer la partie question. Je réfléchissais sur ce dispositif, la crédit impôt recherche, et alors, je me suis dit, mon auto-entrepreneur, a priori, que ça rentre pas dans le cadre du CDI jeune docteur, parce que c'est un peu compliqué de s'auto-embaucher en Non, CDI. ouais, non, ça va pas rentrer. Ouais. Et je me demandais si ça pouvait entrer en compte dans le cadre du dispositif de portage salarial. Ah, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très, très bonne question. Tu commences très, très bien. Ça m'a fondé, c'était pas de poser une question piège, c'est d'essayer de voir comment quelqu'un qui voulait faire du conseil et qui voulait se mettre à son compte pouvait essayer de bénéficier du dispositif crédit impôt recherche. Mon avis, j'aurais tendance à dire, je ne suis pas certain que ça marche parce que le portage salarial, on est quand même en auto-entrepreneur de base, même Mm. si on est embauché par une entreprise. Cette entreprise-là ne fait pas directement de recherche, généralement. Non, l'idée du dispositif jeune docteur, c'est vraiment une entreprise qui embauche un jeune docteur pour mener des projets de recherche. Il y a vraiment ce triptyque-là, en fait. Et du coup, le portage salarial, à mon sens, ne rentre pas dans cette optique, dans cette démarche-là. Donc, je pense pas que ce soit éligible. Après, là, comme ça, je pourrais pas donner une réponse claire à 100%. Ça fait partie, comme d'habitude, dès qu'il y a un point de législation, on a toujours des zones un peu de flou, des cas Ouais. particuliers où, voilà, qui s'évaluent au cas par cas. Mm, mm, mm. Ok. D'autres questions? N'hésitez pas, soit par écrit, soit à prendre la parole. Hein, il n'y a pas de... Alors, Daniela, quelle pourrait être l'évolution professionnelle d'un consultant en financement de l'innovation? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne Euh, question. Tu as beaucoup de choses. Donc, tu as soit globalement, continuer dans le financement d'innovation. Tant qu'il y a du crédit impôt recherche, on a un métier. Si jamais demain ça s'arrête, bon, bah là, il faudra que je trouve quelque chose d'autre à faire. Mais après, il y a beaucoup d'évolutions. Nous, en interne, on a pas mal Transverse. de consultants qui vont chez nos collègues de subventions et partenariats, qui sont du coup une équipe qui s'occupe du montage de dossiers de subvention ou de partenariat, de collaboration interentreprises ou entreprises avec des structures publiques, qui sont du coup des challenges un peu différents, puisque monter un dossier de subvention, il faut arriver à formaliser tout le projet et faire quelque chose qui soit puissant pour obtenir, pour le vendre et pour être parmi les quelques projets qui vont obtenir cette subvention. Donc, il y a un côté très challengeant là-dedans. On a Il y a des SMI collègues qui aussi. changent. Il y a le SMI, la stratégie et management de l'innovation. On a pas mal de gens qui partent plus dans l'aspect presque relationnel pour aider les entreprises à mettre en place des stratégies d'innovation et les mettre dans une dynamique, dans un mouvement positif. Et il y a On a autre des chose. collègues qui changent complètement aussi, Ouais, il y a des de collègues qui domaine. changent complètement. Il y a aussi l'aspect. Il faut savoir qu'on est une organisation qui est en train de muter, comme beaucoup d'organisations, c'est constant. Et aujourd'hui, on a mis en place, par exemple, quand on parle d'évolution professionnelle, des rôles, en fait, par exemple, de manager relationnel. Donc, en fait, à partir d'un stade de consultant, par exemple, confirmé, quelqu'un peut être en capacité de dire, bon, voilà, moi, j'ai fait le tour de mes fonctions, j'ai envie de manager quelqu'un en direct. Donc, du coup, je postule pour avoir un rôle en complément de mes fonctions de manager relationnel, où du coup, vous allez manager votre petite équipe sur des aspects purement de personnalité, etc. On sort un peu des savoir-faire, on est plus acté sur les savoir-être. Donc voilà, il y a aussi bien évidemment des aspects des expertises aussi. Chez nous, on a des experts. Alors, on ne sait pas si du coup, aujourd'hui, avec la nouvelle organisation, ça va perdurer, mais des personnes qui vont être en front des clients lors des contrôles fiscaux, par exemple, parce qu'on l'a évoqué, François l'a dit tout à l'heure, bah voilà, bien évidemment, une entreprise peut déclarer des projets en crédit d'impôt recherche, mais bien évidemment, ce serait trop beau que du coup, l'administration n'aille pas checker que les projets, ce crédit d'impôt est pas justifié. Donc, il y a des experts qui sont là pour soutenir un petit peu justement les consultants dans ces phases-là, un peu de stress. Il y a des fiscalistes aussi, bon, ça c'est difficile en termes d'évolution. Mais après, vous pouvez aussi complètement partir aussi sur des métiers de commerciaux, sur la partie financement de l'innovation et aussi faire des mobilités. On parle d'évolution professionnelle, mais tout à l'heure, on a évoqué le fait qu'on était présent dans plusieurs pays. Vous pouvez faire ce métier dans d'autres pays, en fait, pour le coup. Il y a des mobilités à l'intérieur, françaises et il y a des mobilités internationales aussi qui sont possibles. Donc, bon, il y a pas mal de choses. Ça dépend un petit peu à vous de clarifier aussi un petit peu vos leviers de motivation. Mais en effet, on peut bouger de manière transversale, de manière géographique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont possibles.
Pour Ouais. rebondir sur ce que tu dis, Alizé, moi je pense que il est vraiment important, alors que ce soit d'ailleurs dans la construction de son projet professionnel ou dans la construction de sa carrière, la question des envies et des motivations, elle est hyper importante. C'est Et clair. être intéressé et avoir envie, en fait, c'est ça qui va vous porter et qui va vous emmener vers l'évolution que vous souhaitez. Donc c'est aussi important de pouvoir vraiment voilà, faire ce point-là, de savoir qu'est-ce qui vous plaît, de quoi vous avez envie, vers quoi vous avez envie d'aller. Et si vous avez cette envie qui vous porte, les portes s'ouvriront devant vous, quoi. Il faut vraiment faire confiance, se faire confiance aussi et être à l'écoute de soi dans ce positionnement-là. Et le verbaliser, en fait, c'est hyper important parce que en tant que collaborateur, on le voit, il y a des personnes qui malheureusement ont un potentiel, mais qui ne se mettent pas forcément en avant, qui ne mettent pas forcément en avant leur envie dans l'organisation. Et ils passent peut-être à côté de choses parce qu'ils ne le verbalisent pas. Donc, c'est plus de dire, bon, bah voilà, il y a des échanges, des moments d'échange comme dans toutes les entreprises, les bilans annuels, etc. Mais de remettre en, bah voilà, moi j'ai toujours cette envie de manager, par exemple, ou j'ai cette envie de faire autre chose que du crédit impôt recherche, de partir sur des subventions, partir Mm. sur ce genre de choses. Hyper important d'être acteur dans son parcours professionnel. Mm. Parce qu'en effet, ça reste une entreprise et du coup, bah, on peut vite se perdre dans la masse et c'est Mm. hyper important de vendre ses envies dans une Mm. entreprise. Oui, c'est clair. C'est sûr que enfin, on peut le voir aussi hein, régulièrement chez nous. Et voilà, moi, typiquement, là, le webinaire de ce soir, c'est parce que j'avais envie de présenter, de reprendre contact avec l'Université de Grenoble, être en contact avec vous, de pouvoir vous présenter ça, parce que je sais que pour moi, ça a été une difficulté, ça aurait pu être un argument important et c'est quelque chose qui gagnerait à être connu. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu le faire et passer du temps pour préparer et vous présenter ça par rapport à continuer à accompagner des clients et à faire les déclarations. Voilà, de laisser un peu de côté une certaine partie de mon travail, un petit temps de mon travail, et venir faire ça, parce que c'était une envie aussi que j'avais et j'ai envie de développer ça aussi, de faire, là je suis en train de discuter pour faire un peu la même chose, pour dupliquer à l'université Claude Bernard de Lyon, à l'université, je ne sais plus quelle école, à Lumière. CPE Lyon aussi, Oui, à c'est CPE peu. Lumière, je ne les connais pas. Mais à CPE, on a des contacts chez CPE Lyon. Enfin, voilà, et faire un petit peu plus ça aussi pour promouvoir le CIR, le dispositif jeune docteur, et la capacité des docteurs à avoir une place dans les entreprises, dans le Très domaine clairement. privé, à la sortie de votre thèse, quoi, et pas se dire, voilà, je fais une thèse, donc je vais être dans le public, quoi. Il y a des possibilités. C'est très bien d'aller dans le public. Hein. C'est très, très bien aussi. Hein. Franchement, c'est un domaine excellent. Mais voilà, si on a envie de faire autre chose, si on n'a pas envie d'être enseignant, ben c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on arrive, il est 17h. 18h. Même. 18h, pardon. Ça passe très vite. C'est Paris, c'est pas le même fuseau horaire. C'est ça, exactement. Je suis décalée. Je suis jet-laguée. Du coup, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas, soit En à tout cas, l'écrit ou à l'oral. on est disponible avec François pour vous répondre. Alors, en Mm. effet, par mail, mais aussi par LinkedIn. Hein. N'hésitez Mm. pas. Oui. Oui, si vous voulez une discussion plus privée sur Ouais, des sujets, il n'y a pas de problème. super. Mais de rien, Gladys. Bon, bah, c'est top. S'il n'y a pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Bon, bah, écoutez, avec plaisir pour échanger avec vous. En tout cas, on espère que du coup, ce webinaire vous a aidé. Et on espère surtout que ça va vous aider à vous valoriser parce qu'en effet, vous avez plein de choses à, à proposer aux entreprises, donc ce serait dommage de ne pas les mettre en avant. Et oui, je pense que la vidéo sera disponible, Marie. Tout à fait. Le webinaire a été enregistré et il sera disponible en replay sur le site PhD Alumni. Et puis, il sera disponible aussi sur YouTube, sur la chaîne du Collège doctoral. Super. Eh bien, merci à tous. Merci à tous pour Merci les questions François, aussi, merci pour tout ça. Alizé, voilà, pour De rien, c'était un le plaisir. temps que vous avez pris pour intervenir. J'ai trouvé que c'était un webinaire riche en informations et très participatif. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant. Merci en tout cas à vous deux pour ce temps-là. Et de C'était rien. un plaisir. À bientôt tout le monde. À bientôt. Merci à Au tous. revoir. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au Au revoir, revoir. merci. Au revoir. Au revoir.